Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui te donne envie de mettre du mouvement dans ta vie pour remettre ta vie en mouvement. Moi, c'est Rosanne et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes et des hommes dont le rapport au sport est singulier et dont les histoires inspirantes te donneront envie toi aussi de courir, bouger, agir pour tes propres raisons et aspirations. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Mila, la cofondatrice du blog Un Monde à Vélo, qui depuis 2017, avec son compagnon d'aventure et de vie, Denis, partage sur son blog ses nombreux périples à travers l'Europe et le monde à vélo. En 4 ans, ils ont sillonné pas moins de 20 000 km, traversé plus de 24 pays et ont complètement changé de vie. Alors si dans l'épisode on parle de son histoire avec le vélo, qui s'est construite lors de cette aventure car elle n'en faisait pas vraiment avant, on échange surtout sur tout ce qu'elle a traversé pour vivre ce rêve, elle qui travaillait à Paris en tant que cadre. Les peurs, les choix, les décisions et même le rapport à la vie de façon plus générale, Mila s'est vraiment livrée avec sincérité et générosité, et je suis certaine que son histoire sera une vraie source d'inspiration pour tous. Alors je vous laisse tout de suite en notre compagnie, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mila. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Mila, tu es la personne qui est derrière le compte Instagram et le blog Un Monde à Vélo. Alors tu n'es pas seule puisque tu partages cette aventure avec Denis, ton compagnon, mais c'est toi que je reçois aujourd'hui. Donc vous êtes donc derrière le compte Instagram et le blog Un Monde à Vélo qui partage, où vous partagez en fait votre passion pour le cyclotourisme. Et voilà, depuis 2017, vous avez fait plusieurs périples, on va dire, en commençant par l'Europe, puis en faisant pas mal de choses. Et si j'ai souhaité te rencontrer et puis voilà, présenter un peu, enfin parler un petit peu de ton histoire, c'est parce que j'avais trouvé ton approche intéressante. Enfin, sur le blog, vous écriviez que face au discours ambiant sur le dépassement de soi et les galères du voyage, nous allons à contre-courant et assumons totalement notre lenteur. Car oui, le voyage à vélo n'est pas réservé qu'aux champions. Non, ce n'est pas qu'une histoire de conteur. Et oui, le voyage, le nez au vent à dos de bicyclette, c'est magique, même s'il peut y avoir des moments de galère. Et j'avais trouvé ça, voilà, assez intéressant. Donc j'avais vraiment envie d'en parler plus largement avec toi. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, compléter à ce que je viens de dire en quelques mots? Tout d'abord, merci. C'est vrai que cette phrase que je me souviens même plus avoir écrit, mais qui correspond tout à fait à qui nous sommes dans notre philosophie en tout cas et ce qu'on essaye de partager depuis le début, elle résume bien tout à fait ce que l'on fait, c'est-à-dire du voyage à vélo, mais sans forcément compter. Enfin, certes, on sait qu'on a fait 20 000 kilomètres à vélo, donc on le sait, on a quand même des compteurs, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche à travers ça, à travers cette forme de voyage. Donc moi je suis effectivement Mila, je viens du monde du web, donc j'ai bossé pas mal avant tout ça, avant de changer de direction de vie. Et puis voilà, donc maintenant je tiens le blog avec Denis qui est italien, justement, ça on l'a pas précisé, donc nous sommes un couple franco-italien avec donc 2 cultures différentes et une passion commune, le voyage. Et tu vis en Italie, d'où l'échange à distance en plus du contexte Covid. Exactement, exactement. Alors, tu parlais rapidement de l'avant. Donc, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes parti voyager en 2017, si j'ai bien révisé mes fiches. C'est ça. Avant 2017, tu parlais de ton passé professionnel. Donc, est-ce que tu avais déjà voyagé? Est-ce que tu avais déjà eu fait quelques périples en vélo ou autre, hein, ou ça t'était totalement étranger? Alors ça faisait plutôt partie de moi. Comment dire, je viens d'une famille qui a jamais vraiment bougé, qui avait pas trop cette curiosité du voyage ou tout simplement les moyens. C'est parfois ça s'arrête là, on va dire. Et donc c'est vrai que ça a été une frustration toute mon enfance. J'étais passionnée par le monde. Je passais ma vie devant un globe terrestre. Et donc, dès que j'ai pu, à 19 ans, je suis partie déjà 3 mois en Espagne, toute seule. Donc voilà, ça a été ma première expérience à l'étranger. Évidemment, à 19 ans, on s'éclate énormément en Espagne. Donc ça a été comme une révélation. J'ai adoré cette expérience, découvrir d'autres cultures. J'étais en colocation avec, c'était vraiment l'auberge espagnole, avec plein de nationalités différentes.
Et donc voilà, la passion du voyage m'est venue à ce moment-là. Et puis je suis partie 1 an en Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai qu'on n'est pas vraiment des néophytes en termes de voyage. La différence, c'est que on était, enfin pour le coup, pour ma part, je n'étais pas à vélo, j'étais à pied. Et Denis, lui, a effectivement voyagé aussi, puisqu'il est venu vivre en France. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Lui aussi s'est déraciné pour essayer de découvrir autre chose. Il parlait pas un mot de français, il avait à peine étudié à l'école, et donc du coup, il est resté quand même 2 ans en France avec moi avant qu'on parte pour ce voyage. Donc déraciné, on l'avait déjà fait avant de partir, ça c'est sûr. Mais c'est pas la même chose, je trouve, de partir à vélo, parce que il y a cette comment dire, on peut recréer sa vie à l'étranger facilement, mais dans le voyage à vélo, il y a le mouvement constant qu'on retrouve pas forcément dans un voyage où on va s'expatrier et trouver un boulot à l'étranger. C'est ce qu'on avait fait en Nouvelle-Zélande, en Espagne ou en France pour Denis. Et donc, du coup, c'est vraiment la grosse différence sur ce nouveau projet. Alors, tu parles de mouvement et c'est intéressant. C'est-à-dire que quand tu as fait tes précédents voyages en étant à pied, ce que tu veux dire, c'est que tu allais à un endroit et tu essayais de t'installer à un endroit. C'était pas de l'itinérance, contrairement là au vélo où forcément il y a une question de parcours, il y a une question de... Je suppose que ça se prévoit quand même un minimum. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est quand on part à l'étranger. Donc nous, on était partis travailler en fait à l'étranger. Donc forcément, quand tu pars travailler, tu te recrées une situation finalement. Tu as même si c'est pas quelque chose de stable, même si c'est pas quelque chose de constant, c'est on va dire pour 3 mois, t'as un logement, c'est là que tu rentres tous les soirs, t'as une base, t'as un repère, et puis tu crées ta vie autour de ce repère finalement. Donc c'est ce qu'on avait fait, en tout cas en partant chacun de notre côté avant de se rencontrer. Et dans le voyage à vélo, ce qui est voilà, c'est vraiment cette mouvance complète où on part chaque jour, on ne sait pas vraiment où on va dormir. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans la journée, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Enfin, même si ça se prévoit, en réalité, quand on part sur du long cours comme on l'a fait nous, tu peux pas prévoir constamment, c'est trop de boulot. Donc du coup, tu sais pas exactement ce à quoi tu t'attends dans la journée. Enfin, même avec toutes les apps que tu peux avoir, tu peux être surpris. Nous, ça nous arrivait des fois où en fait les routes elles étaient fermées depuis des années, des surprises de ce genre-là, voilà, c'est des choses qu'on peut pas prévoir, et donc finalement c'est là la grosse différence, c'est un peu un lâcher prise complet de ta vie et de ce que tu peux vivre au jour le jour, au quotidien, ce qui est quand même très différent. Ouais, c'est clair. Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir sur ce type de voyage-là? Et pourquoi pas de finalement, ouais, partir voyager un peu comme vous l'aviez déjà fait? Pourquoi vous avez eu cette envie de changer de mode de voyage et de partir Alors, juste peut-être le premier voyage, vous êtes parti pour combien de temps? Alors le premier voyage, on est parti pour... alors à la base c'était 7 mois, je crois qu'on est resté 6 mois et demi, bon c'était presque bon. Et on a fait un tour d'Europe à vélo avec Ouais, c'est ça. 8000 kilomètres à peu près parcourus. Ok, donc voilà, c'est quand même assez... on va dire que vous n'êtes pas parti, enfin vous êtes parti vraiment pour une durée assez longue avec voilà un projet et on en reparlera par la suite. Qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment de partir sur ce type de projet-là? Alors quand on a pensé partir en voyage, donc c'était d'abord le voyage, hein, comme je l'expliquais au début, c'était l'envie de tout lâcher. Enfin, c'est-à-dire que on avait cette envie de vivre le voyage et de pas travailler. On n'avait pas l'envie d'expatriation finalement, on avait l'envie de voyage avant tout. Et en fait, moi, ça fait un moment que je bosse dans les milieux alternatifs, que je suis assez engagée en faveur de l'écologie. Denis l'est également, de fait.
Et donc du coup, on voulait pas partir avec un billet tour du monde, consommer en fait le voyage, le vivre un peu à 1000 à l'heure et puis faire un tour du monde très rapide pour revenir un an après. En fait, on avait envie que ce soit lent, que ce soit qu'on puisse le vivre au quotidien. Et c'est ce qui fait que on a choisi le vélo. Donc ça a été toute une réflexion. C'était pas un choix du fait de notre passion pour le vélo, c'était un choix écologique qui nous semblait le plus pertinent puisque on va lentement sans être trop lent. On n'a pas le poids sur le dos, ce qui fait qu'on peut porter un peu plus de choses, on peut avoir un peu plus de matériel sans souffrir en fait, c'est le vélo qui porte tout, donc même si nos jambes, forcément, dès qu'il y a un peu plus de poids, on le sent, mais c'est beaucoup moins dur en fait que d'être à pied. Et voilà, ça a été un choix assez logique finalement d'utiliser ce mode de transport pour évoluer au fil des pays. Ouais, donc pas finalement un mode de transport lié à ce que tu disais, à une passion pour le vélo. Le vélo, c'était pas... Vous n'en pratiquiez pas avant? Pas du tout. On avait eu des vélos dans notre adolescence, dans notre enfance. Enfin, pour le coup, moi, j'allais quasiment tout le temps à l'école à vélo. Dès que j'ai eu 7 ans, que ma mère, elle bossait loin, elle m'a laissé aller toute seule très tôt, pardon, à vélo à l'école. Donc, ça a été, enfin voilà, c'était mon moyen de transport. En fait, c'est que ça a toujours été quelque chose que j'ai vu personnellement comme un moyen de transport, pas un moyen de faire du sport. Et donc voilà, c'est marrant puisque ça a été la logique que j'ai eue effectivement pour ce voyage aussi. Même si c'est bien sportif, mais ça a jamais été ma pratique sportive, on va dire. Ok, bon, tu peux nous rassurer sur le fait que tu as quand même eu des courbatures et mal aux fesses dans tes premières sorties? Alors oui, honnêtement, pour être transparente, je crois que j'ai mis 1000 kilomètres à apprécier le vélo. Donc c'est-à-dire qu'il a fallu traverser toute la France. Et en fait, bon, il s'est passé plusieurs choses avant le départ. C'est que déjà d'une, j'ai pas reçu mon vélo. Il est resté bloqué à la frontière franco-allemande pendant plusieurs mois. Et donc, je l'ai reçu le matin même où on devait partir. Donc, toute notre phase d'entraînement qui était censée nous aider à partir, eh ben, on l'a oublié, quoi. Donc, parce qu'on n'avait pas de vélo. Donc il y avait toute cette phase d'entraînement, etc. Ensuite, mon vélo, il était assez dur finalement. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas en tête avant de partir, parce qu'au début, on fait plein d'erreurs. Et moi, j'ai pris un vélo qui était beaucoup trop dur, c'est-à-dire qu'il avait pas de développement. Enfin, il avait plein de vitesses, mais dès qu'il y avait une petite côte, en fait, j'étais tout de suite dans le dur. Et donc, avec le poids, etc., au début, tu pars avec beaucoup trop de poids parce que enfin voilà, c'est dur de devenir minimaliste aussi. Hein. Enfin, faut dire les choses. On a l'habitude d'avoir beaucoup de choses, alors du coup, on part avec beaucoup trop de choses. En général, c'est tout un travail de lâcher aussi tout ça. Et donc voilà, il y avait trop de poids sur le vélo. J'avais un vélo qui avait pas un bon développement et j'étais pas du tout entraînée. Donc, on commence par traverser la Bretagne. Alors, je sais pas si tu connais la Bretagne, mais la Bretagne, c'est quand même pas plat du tout, hein. C'est, contrairement aux légendes, ça arrive, c'est un peu montagneux, et donc, du coup, au bout de 3 jours, on était tous les deux on avait super mal aux genoux. En fait, c'est la première douleur qui vient. Alors, on a évidemment mal aux fesses, mais ce qui vient le plus fort, en fait, en général, et ça, beaucoup de cyclistes l'ont vécu, c'est la douleur au genou. Et ça nous est resté pendant 2 semaines. Et franchement, c'était hyper inquiétant. On s'est dit, mince, c'est tout, on a investi quelques milliers d'euros quand même dans ce voyage. Et on va se retrouver à pas pouvoir le faire parce que ça fait trop mal. Et donc, voilà, il a fallu faire passer la douleur au genou. Et ça, c'est l'entraînement qui le fait. Et puis, il a fallu lâcher un peu de poids et puis commencer à apprécier le vélo. Et ça a mis un peu de temps. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais... Ah si, mais ça... Oui,
Il faut rendre les choses réelles aussi, quoi. C'est-à-dire que ça paraît, effectivement, c'est un moyen de transport, mais c'est un moyen de transport où le moteur est le corps, donc vous n'êtes pas parti en vélo électrique, il me semble. Et non, et non. Voilà. Et vraiment, le choix du vélo, souvent, on lit sur les forums, etc. Alors ça, c'est quelque chose dont je suis, enfin vraiment, je suis pas du tout d'accord. C'est oui, tout ce qui compte, c'est d'avoir un vélo. Alors je veux bien quand on part 3 jours, mais quand on part 6 mois, c'est non. C'est vraiment le vélo, il a une importance primordiale et je le vois encore plus aujourd'hui que j'ai changé de vélo depuis. J'ai un vélo qui a ma taille parce qu'il était un tout petit peu trop grand mon vélo aussi. Denis, il a un vélo qui a sa taille maintenant, parce que son vélo il était beaucoup trop petit. Et, et puis bah voilà, parce que nous on s'est dit, bah on teste, on y va avec des vélos qui sont pas trop chers. Enfin le mien il était quand même très bonne qualité, hein, je dis pas le contraire, mais juste mauvais choix. Et donc du coup voilà, et donc nos vélos en fait ils nous ont pas fait du bien. Ils nous ont pas aidés, ils nous ont pas soutenus, alors que finalement c'est censé être ton meilleur ami. Et maintenant qu'on a des vélos qui sont beaucoup plus performants, qui sont beaucoup plus adaptés, et ben c'est nos meilleurs amis, on est trop heureux de les retrouver. Enfin, c'est pas du tout la même logique en fait. Ouais. C'est important, c'est quand même c'est déterminant pour que tu puisses profiter aussi de ton voyage sans être focalisé sur ta douleur et tes sensations, quoi. C'est ça. J'aimerais revenir avec toi sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de vous vouliez tout lâcher. Donc c'est assez fort comme mot. Et puis c'est vrai qu'on a continué notre discussion, mais moi ça m'a un petit peu marqué. Vous vouliez tout lâcher. Tu parlais en tout début d'interview, d'un job que tu avais avant de partir voyager. Ça veut dire que t'es pas parti en année sabbatique. Vous êtes parti vraiment en quittant absolument tout ce que vous aviez. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avant de partir, moi j'étais dans le web marketing et j'avais plutôt une carrière intéressante. J'avais un beau job, je travaillais pour un réseau social de quartier. L'idée c'était de refaire vivre refaire vivre les quartiers, notamment dans Paris. Le problème c'est que je n'aimais ni vivre à Paris ni le fait de travailler en entreprise. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'ai commencé ma carrière en tant qu'indépendante. Et je pense que ça, c'est très problématique après. Parce que quand on a le profil un petit peu indépendant, eh bien, je pense qu'on le garde. Et je pense que j'ai essayé d'aller contre moi quelques années, d'aller contre mon profil, parce que finalement, c'est ce qui correspond le plus à ce qu'on aimerait qu'on soit, enfin, notamment au niveau des proches, au niveau de l'entourage, qu'ils aimeraient plus que je sois en CDI avec une bonne paye. Et en fait, ça n'allait pas. Donc, du coup, c'est ce que j'avais envie de tout lâcher. J'avais envie de quitter Paris. J'avais envie de partir de tout ça, en fait. Même si, franchement, j'avais rien à reprocher à mon travail. Enfin, ça se passait très bien. Mon boss était adorable. Il était prévoyant. Il s'occupait de son équipe. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde hein, comme ça. Donc, donc j'avais vraiment pas de quoi me plaindre. Mais voilà, c'était hyper. En fait, j'allais tous les jours au boulot à reculons quoi. Et ça, c'est problématique. Donc, Comme si t'étais pas à ta place. Tu parlais de. T'y es resté combien de temps du coup? alors, donc en tant que salarié à Paris, 4 ans. Et donc j'ai quand même eu de jobs hein, à Paris parce que j'ai commencé par une autre entreprise. Mais oui, ça a été 4 ans quand même où ça a été dur en fait et j'ai essayé de lutter contre moi et je me suis dit je partirai pas tant que ça ira pas mieux. Donc je suis partie en fait quand ça allait beaucoup mieux, mais pas au niveau de l'entreprise. Donc quand j'étais vraiment sûre que c'était ma place. Enfin comment dire, quand j'étais vraiment sûre que en fait c'était pas ma place en fait. Est-ce que c'est clair ou c'est un peu vague Ouais, oui, je vois tout à fait. Ça me parle beaucoup. Non, mais alors du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire que
il a fallu que tu te prouves que c'était pas juste un inconfort passager, mais que c'était vraiment lié plutôt à qui tu étais. Et est-ce que c'est ça déjà? Alors, pas vraiment. Comment dire? En fait, c'était plus. Alors, je pense que le voyage, au fond de moi, je l'avais toujours voulu, mais j'avais pas mal de petits soucis quotidiens, notamment à m'intégrer. J'avais pas mal de soucis plutôt personnels, plus d'ordre, on va dire, de stress, de voilà, j'avais beaucoup de soucis. Parfois, j'avais des petits épisodes dépressifs. Et donc, j'ai voulu avoir cette stabilité au niveau du travail. J'étais sûre que j'étais pas à ma place, mais j'avais la stabilité au niveau du travail pour pouvoir, moi, me stabiliser, en fait, et être sûre que je partais pas en voyage pour fuir. Parce que c'est important aussi. Et donc, il y avait un peu être sûr que c'était pas fait pour moi. Parce que forcément, quand on fait un travail plus personnel, plus profond sur soi, psychologiquement plutôt, enfin ce que je veux dire, si on fait un travail plus sur soi, eh bien forcément euh, peut-être qu'on s'adapte plus à l'entreprise, peut-être qu'en fait on vit mieux les choses, etc. Et donc là, à la fin de ce travail, en entreprise, ça passait toujours pas, et donc du coup, c'est que c'était vraiment pas pour moi. Et maintenant, quand je voyage, j'ai pas du tout l'impression de fuir quoi que ce soit. Voilà, c'est un petit résumé. J'espère que ça fait. Ouais, carrément. Non, c'est super intéressant. Donc tu dis qu'il y a eu un moment où ouais, ton travail, ce que tu disais, ton travail psychologique t'a permis de te dire ouais non vraiment en fait c'est pas pour moi et il faut que j'aille voyager. Donc à l'époque tu étais déjà avec Denny et comment vous prenez la décision tous les deux? Comment ça se passe? Comment se passe le moment de la prise de décision de allez ça y est c'est bon je sais je veux tout lâcher et est-ce qu'on lâche tout ensemble? Vous étiez synchro? Je pense que c'est ce qui nous a rapprochés à l'époque, puisque quand on s'est rencontrés, on en a tout de suite parlé. C'est-à-dire que, en fait, on est restés 2 ans ensemble avant à Paris pour économiser. Mais dès qu'on s'est rencontrés, on avait le projet de partir, on avait en fait cette envie de d'y aller. Et donc du coup, ça, la décision, elle a été logique et simple, puisque en fait, c'est qu'on était prêt financièrement. Alors ça a été un peu précipité par la fermeture enfin de mon entreprise, puisque c'était pas une fermeture mais enfin plus ou moins c'était un peu compliqué en gros, mais en gros ça, quand moi j'ai demandé à partir, en fait c'était une start-up et ça a été très compliqué à mettre en place cette vie de quartier justement. Et donc du coup en fait il n'y avait plus de il y avait plus trop d'espoir, on va dire, pour que ça marche. Et donc, du coup, ça a précipité un petit peu le départ. En fait, on était censé partir, je crois, en juin, et on est parti en avril. Mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Et, et vous étiez partis quand vous décidez, enfin tu dis que c'est quelque chose qui date d'il y a 2 ans avant que vous partiez finalement. Vous avez mis combien de temps à préparer? Tu parlais financièrement. Je suppose que bah il y avait toute la question du matériel, l'itinéraire. Enfin comment ça s'est passé? Par quoi vous avez commencé? Moi c'est toujours ce qui je trouve assez fascinant dans les personnes qui partent voyager comme ça plusieurs mois, parce que je n'ai jamais fait. Je trouve ça dingue. Je me demande par quoi vous commencez sincèrement en fait. Alors, longue histoire. Bon, déjà, on a commencé par se tester un petit peu sur le terrain. On est parti faire le GR20. Donc c'était pas, on n'avait pas encore nos vélos évidemment, puisqu'on les a eu, comme j'expliquais tout à l'heure, juste au moment du départ. Voilà. Mais on est parti faire le GR20, qui est une randonnée quand même assez sport en Corse, pour voir un petit peu quand on se poussait dans les extrêmes, comment on réagissait l'un et l'autre. Et en fait, ça s'est bien passé. Donc on a décidé de continuer. Donc ça a été notre premier pas vers le voyage. Ensuite, financièrement, effectivement, on a économisé tous les deux le plus possible dès le début.
dès qu'on s'est rencontrés. Mais moi-même, avant, j'avais commencé à économiser. Donc voilà, et dès qu'on a su qu'on voulait partir et après ce GR20, on a commencé à faire du pet sitting en plus, des petites économies par-ci par-là, de la vente, des brocantes, on s'habillait que en seconde main, etc. Donc voilà, on a commencé à un peu dégager nos affaires, puisque j'avais le droit, avec mes parents, de ramener un coffre d'affaires à la maison, parce que ils savent que sinon ça peut durer des années avec moi. Donc du coup, ils voulaient pas s'encombrer de mes affaires. Ils sont assez minimalistes, hein, donc donc c'est bien. Et donc du coup, il fallait se désencombrer un peu de tout ça. Donc on a commencé assez tôt. Et puis, quand on a précipité un petit peu le départ, il a fallu commencer à acheter, à regarder finalement la préparation de l'itinéraire. On s'est toujours dit, et puis nos amis cyclo-voyageurs nous ont toujours dit, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous verrez, vous le suivrez pas votre itinéraire. Donc on s'est pas trop pris la tête, on a tracé un truc rapidement sur un papier en se disant bon bah ça nous plairait. On avait en plus tracé en fonction des capitales qu'on voulait voir, ce qui est une très mauvaise logique quand on voyage à vélo, puisque très vite on les évite en fait les grandes villes. Donc voilà, on s'est vite adapté à tout ça sur la route, mais en tout cas quand on est parti, on avait fait un petit parcours, on s'était dit on ira voir ça, mais sans trop d'espoir. Par contre, ce qui a été compliqué, ça a été vraiment le choix du matériel. Je pense que j'ai mis 6 mois à trouver mon vélo. Et ça a été honnêtement, c'était à part le problème de développement, c'était quand même un bon choix parce qu'il est hyper robuste et il est toujours là. Et enfin voilà, il a jamais crevé. On avait fait de très bons choix techniques à force de regarder les blogs, etc. Sauf sur le développement, mais sinon, ouais, ces 6 mois, ils ont servi quand même. Donc voilà, je voulais un bon rapport qualité-prix. Je l'ai payé 700 €, ce qui est pas grand-chose. Et donc voilà. Et puis ensuite, il a fallu s'acheter tout le petit matériel. Et en fait, là-dessus, moi, j'étais hyper stressée. J'étais là, non, mais etc. On va jamais être bien, ça va pas être possible. Et puis à un moment, Denis m'a regardé, il m'a fait, mais tu sais, on va en Europe, hein. Il y a des boutiques partout, en vrai. Tu sais, c'est pas grave, hein, s'il nous manque un truc, on le trouvera sur la route. Et puis c'est là que tu te dis, bah ouais, et c'est vrai, on est complètement... et donc en fin de compte, c'est tout, voilà, faut tout lâcher, faut commencer à lâcher prise et puis à se dire, bah en fait, mais oui, c'est vrai, c'est pas trop grave, on verra bien sur la route et puis c'est tout. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les process qui ont eu lieu. On a réussi à vendre tout l'appart, non sans brader certains objets, comme mon divan, mon canapé qui est parti à 200 € alors que je l'avais payé un an avant 800. Mais mis à part ça, voilà, on a quand même, ça a permis de aussi récupérer un peu de fonds pour le voyage et ça c'était chouette. Voilà, donc tout s'est bien passé. Alors, quand on a préparé l'interview, là, tu t'expliquais effectivement que vous êtes parti pour un tour d'Europe. Il me semble que vous avez économisé un petit peu plus que pour un tour d'Europe à la base. Est-ce que tu peux nous en parler parce que je crois que si on dit le montant que vous avez mis de côté pour le tour d'Europe, ça ferait un petit peu peut-être flipper les gens, mais je crois que l'ambition était plus grande à la base. Alors... Alors oui, effectivement, on est parti dans l'idée de partir pour un tour du monde. Donc du coup, on avait mis beaucoup d'argent de côté puisque on avait prévu de partir 3 ans d'affilée. Donc c'était je sais plus combien en réalité on avait exactement, mais entre 25 000 et 30 000, je crois. C'est ce que je t'avais dit, non? Ouais. Ouais, je crois que c'était dans ces ordres-là. Donc finalement, vous êtes parti pour un voyage en Europe et la question du tour du monde ne s'est finalement pas posée. Ou elle s'est posée, mais... En fait, elle s'est complètement posée, justement, le tour du monde. Et le tour d'Europe est une logique face au tour du monde.
Alors c'est très logique dans un sens. Enfin, c'est un peu bizarre, mais comment dire? Donc en gros, on voulait faire un tour du monde à vélo, mais quand on n'a jamais fait de vélo, c'est peut-être un peu idiot de partir pour un tour du monde. Donc c'est pour ça qu'on est parti avec un vélo trop petit pour Denis, qu'on n'a pas investi dans du matériel qui coûte très cher, que même mon vélo qui coûtait 700 euros, c'est pas très cher, hein, comme je disais. Enfin, quand tu penses à un billet d'avion qui fait le tour du monde, enfin, en réalité, un bon vélo de voyage, c'est au moins 1005, voire 2000, 3000 euros pour ceux qui veulent du luxe. Mais moi, je vais partir avec un vélo qui était un peu entrée de gamme, en tout cas. Et donc, voilà, on n'a pas investi énormément, même si on a investi quand même beaucoup. Hein, ça fait quand même un sacré investissement. Mais c'est rien par rapport à ce qu'on aurait dû investir pour un tour du monde, puisque on s'est dit, c'est un peu dommage de commencer et de se dire, ah ben en fait j'aime pas le vélo, et du coup d'être parti pour un tour du monde. Donc on s'est dit, bon, on commence par un tour d'Europe, hein, c'est déjà pas mal, ça fait déjà un gros projet, et puis après on verra bien si on tombe dans l'amour de ce mode de ce mode de voyage, ou si on continue d'une autre façon. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que quand on est rentré, on est parti au Costa Rica et au Panama quelques mois plus tard. On voulait rester longtemps, enfin, on est rentré pour une question familiale, mais on voulait rester plus longtemps. Mais n'empêche que ces 2 mois et demi là-bas, après ce tour d'Europe, sans nos vélos, ça a été une torture. Enfin, vraiment, on avait juste envie d'avoir nos vélos et de pouvoir aller là où on voulait et de pas être dépendant des transports. Et encore, au Panama, il y a énormément de transports en commun. Donc du coup, on ne sait pas qu'on était complètement bloqué par les transports en commun, mais on avait envie d'avoir nos vélos. Et donc du coup, là, ça a été quand même la chose qui nous a révélé un petit peu là-dessus. On s'est dit, non, mais en fait, on est tombé amoureux de notre mode de transport, c'est génial. Donc on va continuer comme ça. Au final, le tour du monde, il s'est pas fait parce qu'en fait, quand on veut faire un tour du monde à vélo, on doit, comment dire, on doit rester, enfin, quelque part, si on a envie, si on a cette envie un peu écologique, etc., qu'on fait ce choix-là d'éviter de prendre l'avion, eh ben, un tour du monde à vélo, c'est long. Et donc, nous, ce qu'on sait, ce qu'on a appris de nous, durant ces mois de voyage, c'est que en fait on a besoin de nos racines, on a besoin de rentrer. En fait, nous on vit pas du tout cette déprime du retour. On vit très bien notre départ, on vit très bien notre retour, et on est content d'être à la maison de temps en temps, d'avoir nos repères, d'être dans notre environnement, et puis de repartir. Donc on n'est pas des tour-de-mondistes, et on ne le sera pas, je pense. Même si on a des projets de voyage au long cours, on sait qu'on a notre maison, en fait, notre pied-à-terre, et qu'on peut rentrer. Et ça a été important au bout d'un moment. Ouais, c'est quelque chose que vous avez appris du coup durant votre premier et second voyage. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez appris sur vous, peut-être toi sur toi, ou peut-être sur vous aussi votre couple, parce que c'est pas anodin de partir longtemps avec cette question de l'effort, voilà, c'est aussi qu'est-ce que vous avez appris sur vous? Alors, sur nous deux, eh bien, ce que ça nous a appris, c'est que finalement, on est une bonne équipe, et ça, c'est important, parce que on va dire qu'on tombe un petit peu en même temps, quand on est fatigué. Il y en a un qui commence à le dire et l'autre dit, bah oui, moi aussi, en fait. Sur les envies, on a plutôt les mêmes envies en général. Ça reste assez cool. On s'entend très bien sur la route. Et globalement, on est des gens qui plutôt heureux, en fait, dès qu'on est sur nos vélos. Et donc du coup, ça nous renforce énormément, et je pense qu'on s'entend très très bien. Et de mieux en mieux, en fait, du fait de vivre ces voyages ensemble. Alors je pense que ça peut avoir l'effet totalement inverse, hein, mais réellement, c'est comme le confinement. C'est ça. Et nous, on en avait conscience. Mais tout à fait, hein, t'es confiné avec la même personne, même si tu évolues tous les jours, tu es avec la même personne tous les jours. Et donc, du coup, si tu t'entends pas bien, en fait, c'est, enfin, je veux dire,
c'est simple. S'il y en a un qui veut faire ça et l'autre, je sais pas, battre des records de vitesse. Enfin, moi, j'imaginerais pas voyager avec quelqu'un qui me met tout le temps la pression pour qu'on dépasse tant de kilomètres aujourd'hui, tant de kilomètres aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça et c'est pas grave, ça va très bien. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre, mais j'aimerais pas le vivre avec en couple, d'avoir un peu ce côté un peu défi. On l'a évidemment de temps en temps le défi, mais on se pousse un petit peu évidemment, mais c'est pas on n'est pas dans tout le temps la recherche de la performance, voilà, et ça peut très bien se révéler en voyage, hein. Il y en a un qui est là-dedans, l'autre qui est pas du tout dedans, qui est plus dans la visite. Ce serait pas terrible, hein. Donc voilà, il y a parfois on n'a pas les mêmes connexions, on va dire, et on s'en rend compte quand on part. Nous, l'avantage, c'est qu'on est plutôt connectés, on s'entend plutôt très bien. Denis est un peu plus roots que moi, et donc lui, ça lui pose moins de problèmes de bivouaquer, enfin, alors ça m'en pose pas trop non plus, mais au bout d'un moment, j'ai bien besoin d'un bon lit. Je suis un peu plus douillette que lui, mais mais sinon, on s'entend très très bien là-dessus. Donc voilà, donc ça a renforcé notre couple, ça a renforcé notre cohésion. Ça nous a permis de nous connaître par cœur. Je pense qu'on est hyper complices et ça c'est vraiment voilà, c'est plutôt une comment dire, c'est quelque chose qui nous permet aussi de voir l'avenir avec sérénité dans un sens, et c'est ça qui est chouette. Ouais, de se rendre compte que vous avez un peu tout vécu. Enfin, je suppose que il se passe plein de choses pendant ce type de voyage-là, et c'est vrai que de partager ça et de savoir que vous pouvez compter l'un sur l'autre, c'est top, quoi. C'est vrai qu'il faut pas partir. C'est vrai que c'est important. Tu parlais du rapport à... c'est le rapport au sport, hein. On en parle souvent. Tu vois, j'ai eu petit coucou ici à Antoine ou à David qui sont venus sur le podcast et qui ont fait qui sont partis en solo marcher, et c'est vrai que eux partageaient ce rapport aussi au dépassement de soi, comprendre ses limites, et c'était super intéressant et inspirant de les écouter. C'est vrai que c'est un rapport totalement différent, et c'est que si en partant à deux, c'est important d'avoir cette synchronisation, parce que c'est vrai que ça peut être totalement totalement compliqué. Ça peut rendre les choses encore plus compliquées, quoi, d'avoir... Après, peut-être que nous aussi, on est, enfin, je veux dire, ça nous arrive plein de fois d'avoir l'envie de faire, je sais pas, de traverser les Alpes à vélo, d'aller dans le dur, hein. Enfin, on le fait, hein, de temps en temps, et on en souffre, et on est, mais en fait, si on a un qui veut pas, on va pas le prendre mal ou le vivre mal, en fait. C'est ça, en fait, qui est important, finalement. C'est le dépassement de soi, oui, pas tous les jours. Voilà. C'est pas ce qui vous motive. Et toi, est-ce que tu as appris des choses sur toi? Tu disais que t'avais fait d'autres types de voyages, que tu n'avais jamais fait de vélo, que t'as découvert un peu les douleurs, que t'as mis 1000 kilomètres, etc. Est-ce que tu as appris des choses sur toi? Alors, comme je te disais, avant, quand je vivais à Paris, j'étais en conflit constant entre ma vie et ce que j'avais envie de vivre. Et ça a fait, comment dire, j'ai accumulé énormément de stress en moi, et donc notamment parce que la vie parisienne, faut dire ce qu'elle est, elle est stressante aussi, surtout quand on est dans le milieu, enfin quand on est cadre, qu'on est dans ce genre de domaine, eh bien, enfin voilà, donc c'est très stressant. Et alors, la première chose, c'est que moi, je voulais rien lâcher, quoi. Il fallait qu'on parte avec un projet, fallait que ce soit trop cool, fallait que ce soit fort. Et puis, je voyais très gros, hein, forcément, parce que j'ai un peu d'ambition. Je voulais pas perdre ma carrière, je voulais pas... Enfin, vraiment, tous les codes qui restaient, quoi, quand on est parti. Donc, on est parti avec un projet que j'ai monté. Et puis, bon, déjà, là-dessus, effectivement, dans notre vie de couple, ça passait pas bien, parce que Denis, lui, il avait pas du tout envie de partir avec ce genre de projet. Et c'était un poids. Et du coup, ça, au début, ça a posé problème dans notre voyage, ça a créé des tensions. Alors, tu parles d'un projet, c'était quoi, du coup? Qu'est-ce que tu mets derrière projet? Projet pro, plutôt? Genre projet... Alors, c'était pas un projet pro, c'était un projet pour ne pas lâcher mes compétences. Donc on tenait un blog. C'est ça, non, mais c'était vraiment juste...
ne pas perdre les compétences, ne pas perdre la main, parce que dans le web marketing, dans le SEO, donc le référencement web, dans tous ces métiers-là, en fait, si on lâche complètement le truc, je pense que tu reviens 2-3 ans plus tard, parce que n'oublie pas, on devait partir pour 3 ans. 3 ans plus tard, tu reviens et tu sais plus rien faire en fait. Donc du coup, je voulais pas lâcher le métier. Je ne voulais pas perdre mes compétences. Et donc, on avait monté un projet qui était d'aller à la rencontre des entrepreneurs qui allaient changer le monde. Voilà. Mais comme c'est un projet qui a été monté énormément de fois par énormément de cyclo-voyageurs, je voulais qu'il soit un peu unique et je voulais vraiment aller voir des startups gigantesques, en fait. Je me rendais pas compte à ce moment-là. Mais évidemment, quand j'ai voulu contacter tous ces gens, c'était un peu pour eux un petit blog de voyage avec 700 abonnés sur Facebook, ça les intéressait pas, ils avaient trop de choses à faire déjà, donc du coup forcément déjà il y avait un problème, c'est qu'on se prenait beaucoup de portes et puis il y avait pas du tout l'envie qui était partagée au sein de notre couple, puisque Denis n'était pas du tout branché dans ce que je faisais, donc voilà. Et puis moi j'étais là, je stressais énormément. Je disais à Denis, mais ouais, mais sinon je perds tout et tout. Enfin, vraiment, j'arrivais pas à lâcher prise. Et c'est au bout de 4 mois. Donc au début, on devait s'arrêter énormément. Il fallait que je bosse et tout ça. En plus, j'avais une mission de community manager que je menais pendant le tour d'Europe. Donc du coup, j'étais en plus en freelance parce que voilà, j'avais ce petit job à côté et donc du coup, il a fallu à peu près 4 mois pour que je lâche totalement prise et que je me dise non mais en fait ça va le faire. La vie elle est là. C'est pas grave si dans 6 mois tu reviens. C'est pas grave si tu vas pas perdre les choses. Il y a pas de raison. Et puis de toute façon tout le monde est plein de ressources, enfin, au pire, on trouvera. Et puis, est-ce que ça me plaît vraiment, le web marketing? Et puis, est-ce que j'ai envie de retourner? Et en fait, je fuis ce monde-là, pourquoi je veux retourner? Enfin, toutes ces questions-là, il a fallu 4 mois pour que ça commence à se débloquer un petit peu et que je lâche prise sur le voyage et que je dise à Denis, bon, on vit un peu plus de voyage. Bon, alors, ça a toujours été un peu compliqué parce que j'ai toujours mené la vie pro à côté. Donc, certes, en très très peu de temps par semaine, mais toujours un petit peu. Mais maintenant, c'est beaucoup plus cool. Donc ouais, l'enseignement, le lâcher prise, c'est avec tous les stigmates que t'avais déjà, que t'avais encore en fait, c'est difficile de lâcher. C'est une identité aussi, je pense que qu'on se crée au fur et à mesure des années, même si c'est pas la nôtre, faut pouvoir s'en créer une autre en fait, et c'est pas forcément évident. Du coup, tu évoques le fait que vous êtes rentré au bout de 6 mois, vous êtes un petit peu reparti, et maintenant, si je ne dis pas de bêtises, c'est votre mode de vie. Du coup, comment ça se passe concrètement? Comment vous avez toujours des projets globalement de voyage? Je sais quand on s'était contacté il y a 1 an maintenant, on essayait de voir par rapport justement aux dates de périple, comment on pouvait caler un moment pour faire les interviews. Vous avez ce mode de vie depuis 2017, si je dis pas de bêtises, et comment vous le menez? Tu disais que vous aviez un pied à terre. Comment se passe ta vie? Je vais faire large. Alors, c'est vrai que nous, on est assez chanceux, on va dire. Donc, dès le début, j'ai pu travailler à côté et évidemment, on a toujours mené le voyage comme si on partait pour un tour du monde. Donc, du coup, on a toujours cherché à pas dépenser énormément. On a beaucoup bivouaqué. Puis, de toute façon, le voyage à vélo, faut dire, c'est un des modes, enfin, c'est un des modes de voyage les plus économiques qui existent. Ça coûte pas cher une fois que t'es dans certains pays comme en Europe de l'Est, etc. Voilà. Donc, du coup, l'argent que je gagnais en faisant mes missions de community manager, eh bien, c'est ça payait notre voyage. Donc l'argent, on l'avait toujours souhaité en fait. Au bout d'un an, un an et demi de voyage, parce qu'après le Costa Rica, le Panama, le Costa Rica, on est reparti faire un tour de France à vélo, un demi-tour de France à vélo, et puis voilà. Donc là, on a pas mal, on était quasiment tout le temps sur les routes. Et puis au bout d'un an et demi, on s'est dit bon.
en fait, ça nous manque d'avoir un pied à terre, et donc et on avait toujours la même somme de côté. Donc du coup, Denis en fait avait une maison qui était inhabitée depuis 30 ans et qui a été à retaper. Et donc du coup, enfin, donc sa famille avait cette maison-là à retaper, et donc du coup, on s'est mis à retaper la maison pendant 5 mois. Donc on a arrêté de voyager, et puis voilà. Et donc ça a été le premier step, on va dire. Et le deuxième mouvement qu'on a mis en place, c'est qu'on a aussi professionnalisé notre blog au fur et à mesure. Donc on vend un peu de photos, on fait aussi on partage beaucoup sur les itinéraires qui sont en création souvent, qui viennent d'être inaugurés, qui sont peu connus en fait. Donc nous on va les tester, on en parle, etc. Et donc ça a permis également de nous trouver un objectif professionnel, enfin à travers tout ça, et de gagner notre vie, tout en ayant un pied à terre où en fait on n'est pas obligé de payer de loyer. Donc on a de la chance là-dessus. Ok. Ouais, donc un mode de vie totalement revu. T'as lâché prise du coup. Ah ouais, totalement, hein, ça c'est clair. Et tu le vis bien? Oui, forcément. Bah oui, y a rien de. Bah on s'estime extrêmement chanceux parce que voilà, on a eu des opportunités qui se sont ouvertes à nous, et je pense qu'elles se seraient jamais ouvertes à nous si on était, par exemple, pourquoi on serait venu vivre ici, dans un petit village en Italie? Quel travail on aurait trouvé ici si on était resté dans notre mode de vie, je veux dire. On n'aurait jamais pu rénover cette maison puisqu'on n'aurait jamais pu vivre ici, parce que j'aurais jamais eu de boulot ici. Enfin, finalement. Et donc, c'est aussi ça, hein. Enfin, faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je pourrais pas. Enfin, voilà, c'est le fait de bosser de chez moi, de pouvoir bosser de ma passion, de pouvoir partager la passion aussi au quotidien. Et ben, c'est magnifique. Enfin, c'est juste c'est les plus belles années de nos vies. Enfin, là, pour le coup, parfois c'est hyper fatigant, mais tu prends le recul et tu te dis, mais c'est trop bien. Enfin, c'est génial ce qu'on vit, et voilà, en fait, ça a été la plus belle décision de notre vie de quitter, de tout quitter. Et puis, malgré tout, d'avoir ce côté où j'ai eu du mal à lâcher prise, mais où j'ai vraiment rien lâché sur quand même mon petit avoir mon petit blog, avoir mon petit truc, avoir mon petit monde professionnel, parce que j'aime bien aussi ce que je faisais au boulot finalement. Et bien le fait d'avoir tout ça et d'avoir rien lâché, ça nous permet de vivre la vie presque parfaite, quoi. Mmh. Bah, la vie qui est parfaite pour vous, en tout cas. Enfin, ça, c'est vrai que c'est chouette, quoi. Dans tout ce que tu dis, du coup, moi, je trouve ça super intéressant. Tu dis que vous êtes chanceux. Après, il a fallu lâcher, hein. C'est pas simple. La chance, on va dire que ça se crée un petit peu. Ça s'attire, en tout cas. Si vous étiez resté dans ce que vous faisiez, voilà, vous avez pris des risques, entre guillemets, et franchement, bravo pour ça. Il y a beaucoup je pense, de personnes qui trouvent ça probablement justement très très inspirant, mais qui se disent justement, bah ouais, eux ils sont chanceux, ils ont eu les opportunités, ils se sont rencontrés, etc., etc. Est-ce que tu aurais un conseil pour ces personnes-là qui peut-être pensent que justement ce n'est pas pour eux? Et c'est pour ça que je pense que moi, dans tout ce que tu dis, je trouve qu'effectivement tu dis que vous êtes chanceux, mais vous êtes aussi donné les moyens, je pense. Qu'est-ce que toi tu aurais envie de leur dire pour leur donner envie, enfin leur permettre d'oser, et voilà, de peut-être passer au-delà de ces peurs qui sont bloquantes? Effectivement, le fait de pouvoir prendre le recul grâce à ce genre de prise de risque, entre guillemets, parce qu'on n'est pas obligé de prendre autant de risques que nous, finalement.
nous, on a vraiment tout lâché, mais est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Je veux dire, on peut lâcher à moitié et puis commencer à avoir à prendre un peu des marques ailleurs, etc. On n'est pas obligé de partir 7 mois faire un tour d'Europe pour avoir des prises de conscience. Par contre, partir 1 mois, 3 semaines, commencer à lâcher prise, parce que le lâcher prise, on l'a quasiment, enfin, on le vit très vite, puisqu'on doit lâcher prise très vite pour savoir où on va dormir, pour savoir en fait, le voyage à vélo, par exemple, le propre de ce mode de voyage, c'est que finalement, si tu lâches pas prise, tu le vis pas bien, de toute façon. Donc, il faut le faire. Et donc, c'est toutes ces, voilà, c'est le fait de lâcher prise, ça permet d'avoir du recul, et le recul, ça permet de prendre des bonnes décisions et ça vaut pour, en fait, pour tout dans la vie, hein. C'est pas obligé non plus même d'aller en voyage à vélo, ça peut être sur de la marche à pied, ça peut être sur beaucoup, beaucoup de choses, ça peut être à travers énormément de sports, justement, puisqu'on parle du sport. On peut très bien aller partir faire une randonnée en ski, je sais pas, hein. Voilà, ça peut être énormément de choses. En fait, c'est juste ce recul-là qui permet de prendre des décisions. Déjà, ça, c'est la première chose que je conseillerais. Et effectivement, nous, c'est ce qui s'est passé, puisque c'est à travers le sport, c'est à travers une randonnée pédestre qu'on a décidé de partir. Donc voilà. Ensuite, le second, enfin finalement la seconde la seconde chose qui est importante, c'est finalement quand on est sûr de ses choix, même si c'est pas forcément la chose qui paraît la plus logique, enfin comment dire, la plus stable, eh bien finalement ça ouvre aussi des portes que l'on n'a pas forcément ouvertes encore et qui nous permettent de vivre bien plus heureux. Nous, on vit peut-être on a beaucoup moins d'argent que quand on était à Paris, on a beaucoup moins de revenus, mais on est 1000 fois plus détendu, 1000 fois plus heureux. Donc c'est finalement quelle est l'importance, c'est vivre une vie. Finalement, quelle vie on veut, c'est tout simplement ça. Et cette prise de risque, elle permet souvent d'ouvrir vraiment beaucoup, beaucoup de portes. Eh bien, c'est très, très, enfin, c'est super intéressant. Peut-être pour terminer, vu que votre voyage, c'était un voyage à vélo, un voyage, quand tu disais quelle vie on veut, je pense que votre approche du cyclotourisme, justement, en prenant le temps, sans quête de la performance, c'est presque ce que vous avez transposé à votre mode de vie aussi, de lâcher prise, de ne pas forcément tout contrôler. Pourquoi tu conseillerais, et je pense que de toute façon on renverra les gens sur votre blog parce que vous donnez plein d'astuces, mais pourquoi tu conseillerais de partir à vélo si tu avais une ou deux raisons Alors déjà, à nous transmettre. Premièrement, souvent on me demande quel est le pays que je préfère à vélo, quel est le plus bel endroit où on peut voyager, etc. Et justement, souvent, ce dont on se rend pas compte, c'est de la richesse de la France et de la richesse du développement des véloroutes. Et ça, aujourd'hui, eh bien, pourquoi je conseillerais de partir à vélo, en voyage à vélo? Eh bien, tout simplement parce que en France, déjà, on a l'infrastructure et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très important quand on commence aussi parce que au début, on a des craintes, on a des peurs et d'être sur des parcours sécurisés au tout début, eh ben, ça peut permettre d'aider et de prendre beaucoup de plaisir dans le voyage. Et c'est vrai que nous, par exemple, quand on a commencé, au début, on a traversé la Bretagne un peu en suivant Google. Et on a été sur beaucoup de départementales, on a eu des peurs bleues énormes. Et puis, on est tombé par hasard sur la Loire à vélo, qui est un parcours assez connu aujourd'hui, qui est un peu la rockstar du voyage à vélo. Et en fin de compte, une fois qu'on s'est retrouvé là-dessus, ça a lâché toutes nos peurs en fait. Ça nous a permis juste de vivre avec notre corps. Et donc voilà, ça c'était génial. Et du coup, quand on a on va dire cette infrastructure qui permet de démarrer le voyage à vélo, on a aussi le plaisir de voir les paysages évoluer constamment sous nos yeux. Il y a rien de plus plaisant en fait
tu sais, souvent quand tu voyages, en tout cas en avion ou en train, un peu moins en train, parce que finalement en train, t'as moins ce côté un peu, tu dois arriver à l'aéroport qu'en banlieue, tu dois prendre un taxi, des métros, des trucs. Enfin, tu sais. Mais en fait, t'as ce côté, tu sens pas vivre, tu sens pas l'entrée dans la ville, tu sens pas enfin voilà, en fait, en gros, t'arrives dans les zones urbaines et puis tu rentres dans la ville et puis c'est un peu, tu la vis pas le moment entre les deux. Et là, à vélo, tu vas le vivre, en fait. Tu vas voir les paysages évoluer, et puis d'un coup, tu vas arriver tranquillement en ville, et souvent, quand c'est bien développé, ils arrivent à faire des entrées dans les villes assez hallucinantes. Nous, on est rentré plusieurs fois dans Paris, on a fait, waouh, on est à Paris, ici. C'était impressionnant, c'est génial. Mais c'est vrai que bon, il y a tout ça. Et voilà, c'est des choses qu'on vit. En fait, tu vis le moment présent. Et ça, généralement, au voyage, c'est pas du tout ce que tu vis. Quand tu vas à l'aéroport, c'est stressant, c'est stressant. Un peu moins à la gare. Moi, je trouve le train un peu plus relax. Mais il y a quand même ce côté, faut trouver le logement, faut y aller. Enfin, voilà. Et là, à vélo, tu vis juste ton truc. T'arrives. Parfois, tu réalises même pas. T'es en ville, tu fais, oh, oula, il y a un peu trop de circulation, je vais partir. Et puis, et puis voilà, c'est ça qui est génial. Et sinon, la dernière chose, c'est aussi de voir la satisfaction personnelle, en fait, de voir que tu peux faire des choses par toi, enfin, vraiment grâce à ton corps. Ça, souvent, c'est quand même très plaisant. Enfin, je me rappelle que la première semaine, on avait fait quasiment 500 kilomètres. Et tu te rends compte, en fait, que tu as fait 500 kilomètres et tu fais waouh! Et en fait, t'es arrivé à un tel endroit, t'es arrivé vite, t'es arrivé loin. Et ça te paraît énorme sur une carte. Et en fait, tu l'as fait à vélo, quoi. Avec ta force, c'est génial. C'est vraiment ce petit côté là qui fait que le voyage à vélo est un vrai plaisir, quoi, qui est complètement différent, en fait, de tous les autres plaisirs que l'on a en voyageant par d'autres moyens, je trouve. Ben, en tout cas, tu le vends super bien et tu parlais de la Loire à vélo. Moi, je suis de la région, enfin, je suis pas loin et c'est vrai que ça fait partie des choses que j'avais mis dans ma petite to-do list de vie. Franchement, t'en parles voilà, avec tellement de, de, de simplicité que ça donne vraiment envie. Enfin, c'est voilà, pour terminer cet épisode, voilà, juste c'est du lâcher prise. C'est sous le tu sembles détendu, tu te parlais de quelqu'un de très stressé, t'es détendu, t'as lâché prise. Il y a effectivement l'idée du vélo qui est en mouvement et qui va vite mais pas trop, et les paysages voilà, c'est assez magique. Donc merci vraiment beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu as quelque chose, un dernier mot, une dernière chose que tu aimerais partager pour terminer? Eh bien, juste te remercie de m'avoir invité, de m'avoir laissé m'exprimer. Et c'était un Avec grand plaisir plaisir. de partager ma passion pour ce que je fais, en tout cas. Bah, je pense que ça va être un plaisir à écouter, donc les gens les gens sauront le dire. Merci beaucoup Mila et puis bah à très bientôt j'espère. Merci. Ciao.